Alors, bonjour à toi Laura, merci à toi d'avoir accepté de répondre à l'interview en vidéo. Merci Émilie pour la proposition et l'accueil. Ben, je t'en prie. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter à nous, donc ton âge, ton parcours professionnel, ce que tu fais, où tu vis, etc. Ok, donc je m'appelle Laura Esquine, j'ai 36 ans, je vis actuellement à Albi. Et alors mon parcours professionnel est, je vais dire, peut-être un peu atypique, je ne sais pas, parce que j'ai pas mal changé. J'ai fait un BTS assistante de gestion de PME-PMI. Et puis, en fait, j'ai travaillé 7 ans dans l'hôtellerie-restauration. Parce qu'un de mes rêves, c'était de pouvoir parler anglais, donc c'était un milieu idéal, pour pouvoir pratiquer, en fait, cette langue-là, quoi. Et après, l'hôtellerie-restauration, j'ai travaillé dans la sécurité aérospatiale, puis j'ai terminé dans l'apprentissage. Et là, en fait, depuis juillet 2023, j'ai décidé de me consacrer à plein temps à l'écriture. D'accord, donc vraiment, on est en effet très hétéroclite. Voilà. Alors, du coup, tu es l'auteur de ce petit bijou qui est donc Eleria, donc le tome 1. Est-ce que tu peux nous dire d'où t'es venue l'envie de l'écrire, cette série? Alors, d'où m'est venue l'envie? C'était en 2018 quand j'ai fait un voyage en Écosse. D'ailleurs, c'est repris dans le livre puisque ça va être notre point de départ, on va dire, terrestre. J'étais en voyage avec une amie et en fait, on faisait une balade sur le Loch Ness, tout simplement, et avec tout le mystère qu'il y avait autour de ce lac. Qu'est-ce qui se passe dans les profondeurs? Est-ce qu'il y a vraiment une créature ou pas? J'ai mon esprit qui a commencé à réfléchir à différentes possibilités qu'il pouvait y avoir. Et en fin de compte, j'ai imaginé qu'il y avait un portail de passage qui existait en fin de compte, entre notre monde et un autre et qu'en fait, c'était par ce biais-là qu'il y avait, bah, potentiellement des créatures ou des gens qui passaient, ce qui pouvait expliquer certaines activités dans le lac. Et en fin de compte, avec cette idée de départ, j'ai continué à imaginer, quel serait cet autre monde, le peuple qu'il pouvait y avoir et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer les Eléria, donc ce peuple qui a la capacité de manipuler les éléments. Donc, on a donc les 4 éléments, 4 familles et en fin de compte, le fait que de temps en temps, ils viennent sur terre fait qu'ils vont rencontrer notre personnage principal qui, elle, vit en Écosse. Donc ça m'est venu par un voyage, tout simplement. D'accord, parce que c'était justement ma prochaine question, de savoir, vu que le Ah! début se passe en Écosse, pourquoi avoir choisi ce lieu particulier? Parce que certes, t'as voyagé en Écosse, mais t'aurais pu choisir n'importe quel autre lieu finalement. Alors j'ai gardé l'Écosse parce que comme l'histoire m'est venue là-bas, en fin de compte, je me suis dit, autant garder ce point de départ et j'aimais bien enfin disons que je suis aussi tombée enfin, je suis tombée amoureuse un peu de ce pays-là. Je trouve que les paysages sont vraiment magnifiques. Ils ont un folklore génial, avec plein de légendes quoi, en fin de compte et comme c'est vrai que, voilà, j'ai imaginé et que je suis partie de ce point là pour créer, en fait, l'histoire d'Eléria, je me suis dit: «Beh, je vais pas changer le point de départ parce que ça m'allait très bien que ça se passe là-bas». Donc c'est pour ça que j'ai conservé, au final, qu'à chaque fois qu'on va être sur terre, on restera sur l'Écosse, quoi. Du coup, près du Oui, Loch Ness. oui, surtout avec toute la mythologie entre guillemets celtique qu'on a là-bas et que tu évoques quelquefois de manière très subtile dans ton livre en plus. Oui, alors après, je rentre pas dans le folklore quand même écossais. Je dis: «Je préfère prévenir les gens» parce que j'en ai eu certains des fois qui m'ont dit: «Ah, vous écrivez sur l'Écosse?» alors je dis: «Ah» alors je dis: «J'écris pas sur l'Écosse, je décris des paysages». Le point de départ, comme je dis, se passe là. Mais voilà, il faut pas si on veut lire, des histoires sur le folklore avec les hommes en kilt, sur les batailles, choses comme ça, je dis: «C'est pas du tout l'endroit» parce qu'effectivement, on le verra pas. Mais il y a ce point de départ effectivement dans un bar ou qui existe vraiment. En plus, j'ai vraiment pris un bar qui se trouve, près de la rivière Colty, donc qui est une rivière qui amène du coup dans le lac, le Loch Ness et voilà, j'ai pris vraiment des points d'origine qui sont vraiment présents, mais voilà, on n'est pas quand même dans la culture écossaise, à fond quoi, on va dire. Je c'est pas Outlander quoi, en fin de compte. Oui, voilà, c'est ce que j'allais prendre comme point de référence justement, qui est, Voilà. qui est quand même très connu, que ça se passe, qui se passe là-bas. Alors ce qui est assez unique justement quand on commence à lire derrière, et déjà on le voit dès la couverture, c'est le fait d'avoir choisi les éléments. Pourquoi les éléments en fait? Alors j'arrive plus trop à me souvenir vraiment pourquoi je suis partie dessus, mais c'est parce que, après c'est quelque chose j'aime beaucoup en fait la connexion avec la nature, parce que quand tu lis Eléria, on s'en rend rapidement compte puisque je leur crée, de la magie en fait, directement avec les plantes et les pierres. Ils sont très proches de la nature, contrairement à plus nous terriens où on va en être un peu plus détaché et c'est vrai que quand j'ai créé l'histoire, enfin que je l'ai imaginé, donc avec ce fameux portail et que j'ai pensé ce peuple-là, j'ai imaginé en me disant quel type de pouvoir ils pourraient avoir. C'est-à-dire qu'est-ce que je leur donnerais comme capacité? Est-ce que ça serait juste de la magie? Est-ce que ça serait autre chose?
Et en fin de compte, d'avoir imaginé la possibilité qu'il puisse passer dans l'eau, je me suis dit: «Oui, mais s'il passe dans l'eau, il faudrait qu'il puisse respirer dans l'eau ou pouvoir» et en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, dans ce cas, il faudrait qu'il ait l'élément de l'eau» et dans ce cas, je me suis dit: «Ah bah, ouais, les 4 éléments, ça serait super de créer, en fait, un peuple qui, contrairement à nous, pourrait les posséder en eux». Alors la subtilité, c'est que, par contre, les éléments sont, comment dire? Des énergies vivantes, c'est-à-dire que les Eléria, en fait, on va dire, ne les contrôlent pas. Ils apprennent, en fait, à les maîtriser et à vivre avec. Parce que si l'élément, en fin de compte, on ne le comprend pas et qu'on n'habite pas avec lui, il peut prendre le dessus sur l'être humain. C'était la particularité, je voulais que les éléments aient leur entité. Alors, ils vont pas parler, ils vont pas penser d'eux-mêmes, mais ils peuvent réagir sous l'impulsion. D'accord. Voilà. Et Du coup, ça donne une idée pour ceux qui ne connaissent pas l'arrière. Alors là, par contre, ça va être des questions qui vont être un petit peu plus différentes parce que je laisserai à ceux qui le souhaitent découvrir Eleria au travers de la critique qui va sortir bientôt et puis je l'espère de la suite. Est-ce qu'il y a des sujets qui tiennent particulièrement à cœur, ce que tu aimerais écrire et si oui, lesquels? une grandeur des Elia. Hmm. Mais encore, C'est-à-dire que les sujets qui me plairait d'aborder dans des histoires, c'est ça? Ou c'est les ouais, messages que j'aime bien faire passer ou des choses comme ça? les deux, ça peut être les deux. Hem, alors Eléria, je sais que ce que j'ai fait beaucoup dans les 2 premiers, bon, je continue toujours après, c'est travailler sur les émotions. Hem, parce en fin de compte, j'ai fait pas mal de développement personnel aussi, bah, pour moi, bien sûr, où j'ai appris en fin de compte à découvrir qui j'étais, mais déjà et que j'avais déjà 30 ans. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose moi, j'ai pas trouvé mon identité quand j'avais 20 ans, par exemple. Heu, pas que il y en a qui peuvent se trouver très tôt, il y en a, ils savent qui ils sont rapidement, il y en a, c'est beaucoup plus tard. C'est ce que j'ai voulu déjà montrer à travers le livre, c'est-à-dire que peu importe l'âge qu'on a, on apprend toujours et on peut aussi apprendre à guérir et en fait à effacer certaines blessures du passé. Et les émotions, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est j'avais envie de faire passer ce message en disant aux gens: «En fait, il faut comprendre les émotions qu'on ressent». En fait, et on passe trop de temps à les subir, ce que moi je faisais, subir la colère, subir la peur, subir, je sais pas moi, même l'amour, des choses comme ça. En fait, on subit nos émotions au lieu, en fait, des fois de les comprendre en se disant qu'il y a toujours un message derrière l'émotion, quelque chose qu'il faut qu'on assimile. Et c'est ce que j'ai essayé des fois de faire passer à travers Eléria, puisque les Eléria ne sont pas éveillés aux émotions humaines, sauf en contact des gens de la terre. Donc du coup, quand ils vont commencer à vivre des émotions, ils vont les vivre pures, mais sans les comprendre. Donc ça va avoir ce côté où à chaque fois notre personnage principal va avoir, ce côté un peu, bah, en disant: «Je vais t'expliquer pourquoi tu es en colère en ce moment, il faut que tu essaies de comprendre ce qui se passe, essayer d'affronter la peur». Dans le 2, je touche la dépression, par exemple, parce que c'est un personnage qui va vivre quelque chose, mais du coup, il va se laisser happer par les émotions parce qu'il n'a pas l'habitude. Donc ça, c'était un message, j'avais vraiment envie de faire passer en disant aux gens, éventuellement aux personnes qui pourraient être sensibles, en disant: «Essayez de voir comment les émotions, comment vous réagissez quand nous, en tant que, bah, êtres humains, en fait, on les vit». Donc ça, c'est un sujet, par exemple, que j'avais envie d'aborder. D'autres sujets, je ne sais pas si j'en aurai d'autres dans d'autres histoires. Après ça sera peut-être plus des sentiments, on va dire, personnels que j'aime bien faire passer à travers nos personnages. Par exemple, même si j'adore en lire, c'est les fameuses romances Enemy to Lovers bah, que tout le monde aime beaucoup. J'aime bien écrire, en fait, à justement pas à contre-courant parce que c'est pas du tout ça, mais c'est dans le sens de dire, bah, justement, montrer qu'on n'est pas obligé d'être ennemi pour s'aimer. Et en fait, c'était un message aussi que je fais déjà dans Eléria et que j'ai déjà une prochaine idée d'un autre roman qui serait plutôt dans le sens d'une romance, justement. En fait, c'est de avoir envie de faire passer en disant: «Mais en fait, on peut tomber amoureux, on peut avoir des sentiments, sans forcément passer par cette case qu'on adore lire, qu'on adore voir les personnages se taquiner avant, se chercher un petit peu avant de tomber amoureux et se dire: «Mais en fait, on peut tomber amoureux simplement, sans forcément se déchirer», par exemple. Et c'était quelque chose que j'avais à cœur à mettre en avant avec mes personnages et que je pense que je continuerai à mettre après. Ouais, ça te donne déjà un bon ordre d'esprit et puis une vision relativement large parce que quand on entend très souvent, moi, dans les interviews des sujets, ça peut être des sujets d'actualité, etc., qu'en lisant Eléria, en termes d'actualité, on n'a pas. Et c'est ça qui change complètement et qui fait tellement plaisir, c'est qu'on n'est pas, entre guillemets, on se déconnecte complètement quand on le lit. On n'a pas, entre guillemets, cette attache avec un sujet d'actualité, avec même un sujet qui pourrait faire polémique comme Ouais. l'environnement, ou la politique, ou ce genre de choses-là, que là, pas du tout. Bah, c'est vrai qu'après je suis dans la fantaisie, donc forcément,
comme je nous sors de la terre, on va avoir plus alors forcément, c'est des choses d'actualité qu'on peut mettre sur les autres mondes en faisant quand même passer des messages. Mais c'est vrai que c'était pas du tout le but parce que comme tu dis, c'était effectivement faire une lecture qui était, enfin oui, une écriture, une lecture qui allait être vraiment dans l'idée pour vous évader et justement ne pas forcément moi, c'est ce que j'aime en fait quand je regardais des films ou des séries, c'est d'avoir ce côté de m'évader en me disant pendant, 2 heures, je vais pas ça va pas me rappeler des fois, bah, la société actuelle ou des fois des soucis personnels. En fait, on va se laisser happer par l'histoire de nos personnages. On peut s'identifier à des personnages parce qu'ils vivent certaines choses qui font écho, mais c'est dans l'idée de dire, je m'évade. En fait, je voyage pendant, toute la lecture de mon livre à suivre ces personnages qui vivent des péripéties, qui vivent de la magie, qui vivent, je sais pas, énormément de choses, que ce soit des événements difficiles ou faciles. Mais, c'est voilà, c'est de vous dire, lisez-le en disant que vous allez passer un bon moment et vous allez pouvoir sortir, en fait, du quotidien. C'est pour moi la fantaisie, comme la science-fiction, c'est un petit peu ce côté-là où je vous emmène complètement ailleurs, dans un endroit qui techniquement n'existe pas à part dans nos esprits, mais qui va vous faire du bien. Vous allez sourire, vous pouvez être un petit peu triste, vous allez être amené à aimer, à détester des personnages, mais sans forcément vous dire: «Ah mince, je pense à ça qui s'est passé à la télé» ou «Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce» voilà. C'est vraiment vous dire, «Allez, on sort. Pendant 2 heures, lisez et sortez de la terre. Allez ailleurs». Et c'est tout à fait ça en plus. Quel genre littéraire aimes-tu lire? Ouais, et est-ce que ce que tu aimes lire, ça a un rapport avec ce que tu écris ou alors absolument pas? Justement, j'allais te dire absolument pas. D'accord. J'adore lire des polars et les thrillers. C'est vraiment une de mes lectures de prédilection où justement je serais plutôt tendance à être dirigée quand je vais dans une librairie ou peu importe, une bibliothèque. C'est le 1er dans lequel je vais. C'est-à-dire que j'ai mes auteurs, que j'ai l'habitude presque de lire et que je connais bien. Hem, où voilà, c'est vrai que je sais que quand je vais aller dans ces lectures-là alors peut-être parce que justement, c'est différent de la fantaisie et comme je l'écris, j'aime bien lire autre chose. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup les thrillers, j'aime beaucoup me poser de questions, j'aime bien essayer de résoudre des enquêtes. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et après j'adore les feel good aussi. C'est-à-dire que là, justement, c'est ces histoires où, mais les feel good, tu vois, un petit peu justement dans ce côté développement personnel, parce qu'on va partir avec un personnage qui va démarrer avec un événement spécifique, qui est difficile, mais qui va, du coup, emmener ce personnage-là à modifier sa vie et à avoir une vision différente et c'est ce que j'adore, voir le personnage évoluer au fur et à mesure du livre parce que je trouve que ça donne beaucoup de possibilités, ça laisse réfléchir en se disant: «Mais, je peux mettre plein de choses en place dans ma vie». C'est jamais facile, ça quand on dit toujours dans un roman, ça paraît toujours facile, mais, se dire en fait, on a la possibilité de faire du changement de notre côté, tu vois? Si on n'est pas satisfait de quelque chose et ces livres-là, moi j'adore parce que je trouve qu'ils sont tellement inspirants, qui me font, heu, qui me font justement me faire une remise en question et des fois se dire: mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus, tu vois? Ou faire autrement, tu vois? Ou te dire: «Est-ce que ça, je suis satisfaite? Est-ce que» tu vois? Tu as une petite, un questionnement qui se fait intérieurement, mais tout ça en étant romancé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le livre de développement personnel où c'est structuré avec des sociologues ou des choses comme ça. C'est vraiment une histoire, classique, mais qui va te faire te poser des questions. Ouais, donc C'est ce que je vais lire. tu la preuve vivante qu'en effet, un auteur qui écrit, c'est pas forcé il écrit pas forcément ce qu'il aime lire. Du coup, la preuve qu'en fait, c'est entre guillemets «complètement l'opposé». À part pour le côté feel good, où oui, on va retrouver quelques petits éléments dans Elleria, mais sinon pour le reste, absolument pas, quoi. Bah, disons que tu vas avoir quand même ce petit côté où, comme je veux dire, ça fait un peu tu as l'impression de chercher de remonter une enquête, en fait, avec Eléria puisque final, dans le tome 1, ça va découvrir qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'en fin de compte, sur Ellaria, on sait qu'il y a eu une fracture entre les 4 familles et ça va trouver qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tu as un minimum, on va dire, un petit peu ce côté enquête pour apprendre, mais tu t'en rends pas compte parce qu'en fait, tu lis les pages en te laissant happer, sans te disant, en cherchant à résoudre, qu'est-ce que je vais résoudre quelque chose. Mais, moi, disons que je ne le lis pas, mais je le regarde énormément. Tu vois? Souvent quand on me demande, peut-être c'est une question suivante, qu'est-ce qui t'inspire ou des choses comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai mes parents, c'est des grands cinéphiles, ils ont toujours regardé plein de cinémas différents et j'ai été baignée dans le fantastique, dans la science-fiction et choses comme ça et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment donné envie, tu vois, d'écrire et de me dire: «Mais, c'est extraordinaire de voir ces histoires, tu sais, en images que du coup, tu as envie de te dire, mais, toi, tu as envie d'en créer toi-même de ton côté, quoi». Tout à fait. Alors figure-toi que non, c'était pas une de mes questions, mais au moins ça permet de bien compléter tout ça. Alors une question qui peut peut-être t'étonner, tu es auteur auto-édité.
Est-ce que c'est un choix? Est-ce que ça a été une préférence? Est-ce qu'entre guillemets, ça a été une forme d'obligation pour toi? Ça s'est passé comment? Alors c'était un choix, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, je n'avais jamais écrit avant 2021, c'est-à-dire au moment où j'ai écrit Eléria, c'est vraiment le premier livre, que j'ai couché. C'est vrai que j'ai écrit en me disant: «Bon, je verrai bien», parce que je savais pas du tout ce que j'étais capable de faire. Au début, c'était vraiment de me mettre le challenge de voir si j'étais capable de sortir une histoire en entier. Puisque bon, dans ma tête, j'avais une trame, j'avais une histoire, je voyais quelque chose, mais c'est toujours différent quand tu l'écris parce qu'il faut décrire les paysages, il faut décrire les émotions. Voilà, c'est un livre, c'est autre chose que quand tu le visualises. Donc c'était le challenge et une fois qu'il a été fini, c'est là que j'ai eu de l'aide, bah, par une ancienne collègue de travail qui elle aussi est auteure à son compte et en fin de compte, elle m'a beaucoup aiguillée et aidée, justement à rentrer donc dans la communauté d'Instagram où elle était déjà dedans puisqu'elle faisait des chroniques littéraires et en fait, du coup, elle m'a présenté cette communauté-là et elle m'a dit: «Voilà, il faut que tu te trouves, bah, des partenaires pour faire ta bêta» et c'est là qu'elle m'a parlé de l'auto-édition et c'était un mode d'édition que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'étais toujours avec, les maisons d'édition qu'il fallait envoyer son manuscrit et elle me dit: «Oui, l'auto-édition, l'avantage, c'est que ça te permet, en fait, de publier ton roman par une plateforme, on va dire, entre guillemets, «gratuitement» et quand tu le souhaites» Mmh. et je me suis dit: «Oh, c'est super bien ça, tu vois?» Ben, c'est génial comme concept de pouvoir, le faire sans forcément du coup attendre peut-être le retour, d'une maison d'édition ou pas et donc elle a publié son roman entre-temps et donc du coup, bah, elle m'a conseillé et donc j'ai fait tout ce cheminement et je me suis dit: «Bah, je vais le sortir quand j'ai envie», tu vois? Parce que j'étais, hyper contente, tu vois? J'avais envie maintenant que ça se produise, de me dire: «Bah, là, je suis prête, je veux le sortir», donc je suis partie là et en fin de compte, bah, pour le 2 et le 3 qui arrivent là, je me suis dit: «Bah, je continue comme ça», puisque Leria est dans sa lancée et je me suis dit: «Bah, je vais continuer avec ce biais de l'auto-édition» parce que pour l'instant, c'est quelque chose qui me correspond bien. Après, je dis pas que pour l'avenir et les suivants, je testerai pas autre chose, mais voilà, volontairement, j'ai pris l'auto-édition parce que ça m'allait assez bien. Tu bien raison. Alors du coup, moi, j'ai eu la chance de pouvoir te rencontrer au salon du livre de Pusignan au mois de septembre. Du coup, est-ce que tu participes à d'autres salons littéraires? Si oui, lesquels? Et évidemment, je pense que tu vas me parler de celui de Toulouse ce week-end. Alors oui, j'essaie d'en faire plusieurs. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir t'en donner beaucoup pour l'année prochaine puisqu'on est en pleine période entre guillemets où on est, on va dire entre guillemets «en train de candidater», je dis «on», les Mmh. auteurs, hein, pour postuler au salon et voir. Donc j'ai pas forcément de date précise pour l'année prochaine. J'ai juste celui de Clermont-Ferrand, j'ai le calendrier qui est pas à la bonne page, donc je ne vois pas, mais qui normalement est en mars. Je crois que c'est le 16-17 mars, donc celui-là, c'est validé puisque j'ai eu la réponse positive. Après, je vais faire quelques petits marchés de Noël, effectivement, qui sont autour de Toulouse, puisque moi, comme je suis de la région toulousaine, en fait, j'ai des villes où éventuellement je vais pouvoir aller. Et après, bien sûr, on va dire le plus gros et fin d'année qui m'attend, c'est le TGS donc de Toulouse qui est ce week-end qui arrive, le 25-26 novembre. Où effectivement, là, en plus, ce qui est super, c'est que j'ai amené mon tome 3 en avant-première. C'est-à-dire qu'il n'est, comme je te disais tout à l'heure, même pas encore sorti sur Amazon, c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible à la vente. Mais je suis passée par un imprimeur local, pour pouvoir avoir des exemplaires avant et le proposer au public et aux librairies partenaires de Toulouse, aux lecteurs en disant: «Voilà, vous pouvez avoir l'opportunité de le lire avant tout le monde». Tout à fait, ce qui fait d'autant plus envie. Du coup, c'est une question que je pose à chacun des auteurs avec qui j'ai la chance de faire une interview. Qu'est-ce que tu penses particulièrement de les chroniqueurs, les blogueurs, instagrammeurs, bookstagrammeurs, enfin tous les noms qui peuvent exister, et cetera. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire par rapport au métier qu'ils font, par rapport à Oui, l'aide qu'ils nous oui, ils nous entre apportent? autres. Alors moi, je trouve que ça aide bien. En auto-édition parce que, disons que l'auto-édition, effectivement, comme je disais tout à l'heure, tu te publies toi-même, mais je veux dire, tu es pas connu. À moins que tu aies de la chance de faire effectivement un best-seller d'un coup, ou quelque chose qui, bah, voilà, il y a des livres, hein, qui sortent tout d'un coup, on ne sait pas presque de nulle part et qui font une ascension. Moi, je trouve que ces personnes-là, avec ce métier-là, bah, ils peuvent justement nous aider en fin de compte moi, je sais qu'Eléria a beaucoup été, repartagé au début énormément avec la couverture qui avait fait son petit buzz parce que j'ai des tas de gens qui m'ont découvert parce que la couverture n'arrêtait pas de passer et d'être repartagée et parce que j'ai des personnes aussi qui ont fait un service presse et qui du coup ont touché aussi, bah, les personnes qui les suivaient sur les comptes.
Donc effectivement, alors je dis pas qu'en maison d'édition, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que ça marche aussi puisqu'ils passent beaucoup par ces du coup, tout comme tu dis, toute cette communauté de booktokers, youtubeurs, enfin, tous les noms qu'il y a. Donc pour moi, c'est une aide supplémentaire qu'on peut avoir, justement pour faire parler de notre livre et le faire découvrir peut-être à un lectorat qui ne nous connaît pas du tout. Heu, Parce que du coup, bah, voilà, ils vont présenter l'ouvrage et nous, moi je trouve que ça me permettait en tout cas de mon côté à étendre en fin de compte, parce que quand tu publies ton livre, au début, tu vas avoir, on va dire, ton cercle autour des personnes qui te connaissent, on va dire la communauté, par exemple, que tu as créée, tu as tes amis, ta famille et les premières personnes qui commencent à te suivre. Sauf qu'après, pour étendre ces cercles-là, en fin de compte, c'est là que je trouve que les partenaires ou des prestataires avec qui tu vas travailler vont te permettre, en fait, d'élargir cette possibilité-là et de fait que ton livre va tout d'un coup aller au-delà de ton cercle, on va dire, presque privé et pouvoir grandir. Et c'est vrai que du coup, bah, en plus, ça devient maintenant, je vois, enfin moi je suis un peu sur TikTok, j'ai vu que le BookTok, c'est vrai que c'est quelque chose, il y a énormément, énormément de, comment dire, de comptes qui se créent, parce que je pense qu'il y a une grosse demande qui est faite aussi et que c'est un moyen de communication qui est en vogue en ce moment et qui je pense, aide beaucoup de livres à être mis en avant, quoi. Tout à fait. Est-ce que tu as déjà eu des avis négatifs sur Elleria ou sur d'autres projets que tu as pu avoir? Alors d'autres projets, non, puisque pour l'instant, c'est mes tout premiers. Tout à fait. J'ai déjà eu des retours. Après, si on parle vraiment, des retours négatifs, on va dire, où il y a quand même une raison, parce que bon, des fois, on a tous un peu une étoile sur Amazon sans avis, sans rien. Bon, il y a une étoile qui tombe, on ne sait pas pourquoi. Après, il y a des gens qui expliquent. Il y en a effectivement, après, moi, je vous dis, ça peut tant que c'est constructif, c'est intéressant. Effectivement, il y en a qui n'ont ou pas accroché à l'histoire, qui n'ont pas accroché aux personnages parce qu'ils les ont trouvés un peu, je sais pas, c'est pas peut-être pas le mot enfantin que j'allais dire, mais qui les ont trouvés un peu légers. Mais effectivement, il y en a qui ont pas trop adhéré parce qu'ils ont dit que bon, bah, voilà, l'histoire ne les avait pas plus transportés que ça et que mon écriture n'était peut-être pas encore assez travaillée, tu vois? Je crois que c'est une des personnes qui m'avait écrit ça en disant que, tu vois, il trouvait que l'histoire avait du potentiel, mais il se disait, c'est l'écriture n'est pas encore assez, on va pas dire professionnelle parce que c'est pas du tout le mot, mais tu vois, j'avais pas assez travaillé mon contenu, Mmh. soi-disant. Moi, j'entends, je me C'est dis: un avis. C'est mon premier roman, en fin de compte. Comme je dis, faut dire, j'avais jamais écrit avant d'histoire, même pas un journal intime, rien. C'est vraiment la première fois. Donc même si j'ai eu, heureusement, grâce à des bêtas, une aide inestimable qui m'ont aidé à retravailler mes phrases et tout, si tu veux, je n'ai pas le vocabulaire, par exemple, ou même serait-ce qu'un vocabulaire des synonymes que j'ai, par exemple, maintenant et que je vois dans mes tomes et que j'ai le retour maintenant des gens qui me disent: «Ah ouais, on sent la plume qui évolue, on sent que tu as travaillé certaines choses». Et je dis: «Bah oui, parce qu'au final, plus tu écris, plus effectivement comment dire? Ça devient pas une facilité, mais tu connais maintenant le travail de l'écriture, tu découvres, tu as des mots, ça devient beaucoup plus facile, tu connais plus facilement la structure des phrases, de travailler avec toutes les personnes qui te relisent les bêtas et avec ma correctrice. Pareil, en fait, si tu veux, elle me rapprend des règles de grammaire que j'avais complètement zappées, hein, que je Mmh. les utilisais pas. Et c'est vrai que tu vois, je me suis acheté c'est même pas acheté, c'est ma mère qui m'a offert mon dictionnaire des synonymes qui est à côté Ça de aide, moi. ça aide. Et en fait, c'est des petites choses comme ça, tu vois? Où au final, comme avait dit une bêta, elle m'a dit: «La langue française est extrêmement riche. Il y a énormément de mots pour dire énormément de choses». Et souvent, on va utiliser les mêmes mots parce qu'on les utilise dans le langage courant et que des fois, en fait, dans l'écriture, tu peux rajouter de la richesse sans que ça fasse lourd, tu vois? Pour décrire un paysage, pour décrire une émotion ou des choses comme ça. Et tout d'un coup, en fait, ton histoire, c'est pas qu'elle va elle s'étoffe, mais en mode où si tu veux, on va se dire: «Ah ouais», moi je sais que dans le 2 tout le monde m'a dit: «Ah les paysages, tu décris, c'est super bien». Et oui, parce que tout d'un coup, tu vois, j'ai pris confiance dans l'écriture. J'ai entendu aussi ce qui avait été dit sur le 1 et ce que moi je trouve aussi en me disant: «Ah tu vois, j'aurais peut-être plus dû travailler certaines choses», sans que ce soit négatif. Et en fait, du coup, tu as tes tomes qui s'améliorent, qui s'améliorent. Et tu vois, dans le 3, ce qu'un bêta m'a fait travailler, c'est les scènes de combat. C'était un truc que j'avais moins mis en avant dans les 2 autres parce qu'ils travaillent beaucoup avec les éléments. Et dans le 3, je travaille beaucoup les scènes de combat, on va dire physiques, point-pied. Et beh, il m'a poussé, si tu veux, à décrire des scènes, pour qu'il me dit: «Visuellement, on le voie bien, sans que ce soit lourd». Et je peux te dire que tous les bêtas qui sont passés derrière et les premières personnes qui commencent à lire, en fait, limite, tu vois, tout le monde me dit: «Bah non, ça va». Dans le sens, tu vois, bah, non, enfin, tu vois, c'est bien, bah, parce qu'il m'a vraiment fait travailler. Donc si tu veux, c'est vraiment le fait de se dire que oui, tu t'améliores, donc tu as des fois des gens, négativement, ils vont pas aimer certaines choses, mais je me dis: «Bah, tant que c'est construit et qu'il y a une raison, tu peux toi t'améliorer et en prendre compte derrière». Après bien sûr, ton livre ne plaira pas à tout le monde. Il y en a, ils vont te dire: «Moi, j'aime pas cette histoire, j'aime pas les personnages». Bah, c'est pas grave, il y a plein d'autres histoires qui existent. Moi, je me dis,
juste, bah, voilà, ne pas s'acharner sur un auteur parce que l'histoire vous a pas plu, je me dis toujours, il y en a plein qui des fois racontent malheureusement, voilà, donc c'est pas le but du jeu. On vous partage une histoire, elle plaît pas, bah, c'est pas vous avez le droit de ne pas aimer, comme je dis aux gens, comme vous avez le droit de surkiffer et tant mieux. Tout à fait. Du coup, tu nous parles, donc pour la dernière question, tu nous parles donc du coup d'Eleria, le tome 3. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? Je suppose la suite, évidemment. Mais quoi d'autre? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bon, effectivement, le 4 sera le dernier de la saga Eléria, donc c'est forcément celui-là qui va arriver en premier. Comme je disais tout à l'heure, j'ai une idée de romance, qui m'est venue, bah, du coup, pareil, cet automne, donc j'aimerais bien sortir parce que j'aimerais bien en faire un one shot comme on appelle, donc c'est-à-dire un livre, avec un début et Mhm. une fin, sans faire de saga. Et c'est vrai que, voilà, une romance, on va dire, sans forcément de fantaisie. J'aimerais bien me lancer là-dedans parce que j'ai une jolie histoire qui s'est créée, donc c'est vrai que ça m'intéresserait assez. Et après, j'ai aussi une autre histoire plus, alors là, je vais dire fantastique, qui s'est créée aussi, que j'ai déjà commencé à pas mal écrire. Entre, disons, le tome 3 et le tome 4 d'Eléria, j'ai couché plusieurs, enfin, une bonne partie de la trame. Donc à voir comment je vais la développer. Donc je partirai plus sur du fantastique avec sûrement probablement une trilogie ou quelque chose comme ça, ou une duologie. Je ne sais pas encore combien de tomes, mais disons que ça ne pourra pas être un one shot de fantastique parce que je pense que quand on commence à créer des mondes, il y en a trop qui arrivent, du coup, on n'arrive pas à finaliser en un. Mais voilà, après, j'ai plein d'idées, plein d'histoires que j'ai déjà créées, mais des fois, c'est, tu sais, juste des petites bribes d'histoires que tu as, je sais pas comment expliquer, des petites étincelles de 3 endroits, voir comment j'arrive à les coucher, voir comment je peux les développer. Mais voilà, on va dire que pour l'instant, les 2 principales en dehors d'Eléria, c'est celle-là. D'accord. Donc entre guillemets, une fois que tu as fini Eleria, il y aura pas rien derrière, quoi. Non, parce que j'aimerais beaucoup quand même me dire que je peux un jour vivre de l'écriture. Donc c'est vrai que ça va être le fait de pouvoir continuer à partager les histoires et puis surtout que je me suis pris de passion. En fin de compte, j'ai découvert que c'est ça que j'aimais faire, tu vois? Pouvoir faire, comme tu disais tout à l'heure, voyager les gens, les faire, décoller. Ils me disent: «J'ai passé un super moment où j'ai pas réussi à m'arrêter de lire, il a fallu que je finisse à 2 heures du matin parce que je voulais lire la fin». Alors je me dis toujours: «Bon, les pauvres, le matin, le lendemain est compliqué», mais c'est tellement génial de pouvoir partager avec quelqu'un, tu sais, une histoire que tu as créée et que cette personne-là la vive aussi, qui se prenne d'amour pour les personnages, qui attend de voir et qui te dit: «Oh, j'espère que vous allez faire un spin-off sur tel personnage et oh, j'aimerais bien en savoir plus. Avez-vous prévu une idée?» Moi, j'ai un auteur, un dernier, qui m'a dit ça sur le tome 1. Il m'a dit: «Oh, si je sais pas si vous avez prévu, mais un spin-off sur ces 2 personnages, ça serait génial». Je me suis dit: «Tiens, j'y avais pas pensé» et c'est génial parce que le lecteur est avec moi dans la passion et limite a envie de se dire: «Bah, et nous aussi ça et ça» et tu te dis: «Bon, je peux faire beaucoup de choses effectivement» et c'est ce partage qui est juste génial avec ton lecteur, quoi. Tout à fait, et qui est un partage évidemment que le lecteur te rend bien aussi. Ah bah, complètement, quand je dis quand tu as les retours, des gens qui te disent, qu'ils ont adoré, qui te demandent où est la suite ou il y en a des fois, ils sont mignons, ils me disent, toujours, «Est-ce que je peux vous faire part de mon retour?» Je dis: «Mais bien sûr, il y a c'est ne soyez» justement, moi je dis: «J'adore» et même si, des fois, ils pourraient me dire: «Il y a un truc que j'ai pas compris» ou ça et des fois, en fait, en expliquant, en discutant avec eux, en fait, tu ouvres le dialogue et tu vois qu'ils sont transportés avec toi et moi, j'ai l'impression qu'en fait, on est en train de parler d'un film qu'on a vu au cinéma et alors qu'en fin de compte, on parle de mon histoire. Donc c'est moi, je me dis: «C'est vraiment là, tu vois, un rêve qui pour moi est génial, quoi». Tout à fait, et puis c'est ce qui est d'autant plus agréable. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir accepté de répondre à mes questions, et puis bah j'ai envie de dire à dans la suite. Bah, merci encore à toi pour l'accueil et puis pour toutes ces questions intéressantes et de pouvoir me permettre de parler d'Eléria, c'est vrai que ça fait plaisir. Je t'en prie. Merci encore à toi. Merci, au revoir.